Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la bibliothèque de Clichy-sous-Bois. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour cette première le Cercle des joueurs, qui est le club de jeux de société pour adultes de la bibliothèque, qui aura lieu une fois par mois le samedi de 14 h à 18 h. Souvent c'est le premier samedi du mois, mais n'hésitez pas à vous renseigner sur les dates parce que ça peut bouger. Et du coup c'est une animation co-animée par Patrick Balthazar, ici présent. Salut Patrick, comment vas-tu et peux-tu te présenter s'il te plaît? Ok, donc moi c'est Patrick, je travaille au centre social l'Orange Bleu où je suis responsable de la ludothèque et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, c'est un peu un format un peu spécial parce que du coup, nous avons l'immense chance de recevoir Théo Rivière, auteur de jeux reconnu. Salut Théo, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu, s'il te plaît? J'aime bien auteur de jeux reconnu, tu précises. Je m'appelle Théo, c'est fou parce que dès que je dois me présenter, moi j'ai situé ce réflexe de bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 34 ans, j'habite à Bruxelles. Je suis auteur de jeux depuis une dizaine d'années maintenant à temps plein. J'ai sorti à peu près 90 titres de jeux et extensions mélangés. Et à côté, j'ai monté une structure qui s'appelle Kaedama, où on fait ce qu'on appelle des jeux de commande avec Antoine Poza, Ludovic Maublanc, Corentin Lebras. Donc on répond à des cahiers des charges pour faire des jeux, souvent des jeux à licence. Et j'ai aussi le plaisir d'avoir commenté une maison d'édition qui s'appelle Spiral Édition. On est 4 et on a sorti notre 3e jeu cette année, le 4e le mois prochain. Donc plusieurs casquettes différentes, mais surtout la casquette d'auteur de jeux indépendants, donc vraiment sur la création, mais on va en parler longuement juste après. Du coup, aujourd'hui, on va un peu interroger Théo, mais on voulait faire un petit peu, voilà, il a l'habitude de faire des interviews, tout ça. Du coup, on a décidé de faire un format un peu spécial. En gros, on a envoyé à Théo 5 mots qui sont les suivants: passion, transmission, émotion, innovation et inclusion. Et du coup, de ces 3 mots, on lui a demandé de les associer à un jeu. Et du coup, il va nous parler de ce jeu et nous dire pourquoi ça lui fait penser aux mots que l'on lui a envoyés. On commence? Merci. Ouais. Alors du coup, le premier mot, c'était passion. Bon, je sais que vous avez fait des paris sur, à votre avis, qu'est-ce que c'était? Alors c'est Magic pour moi. Ouais, je pense la même chose. Ouais, Ok. 100%. Du coup, Magic, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de cartes à collectionner créé par Richard Garfield. C'est vrai. Ouais. Et du coup, Théo, tu vois ce booster? Ouais. Ludo nous a offert ce booster pour que tu puisses nous l'ouvrir en vidéo aujourd'hui Incroyable. et que tu nous parles un peu de ta passion pour Magic. Est-ce que je l'ouvre en parlant? Oui, je veux bien. Là, regarde. Oui, bah oui, c'est le but. Ouvre-le Ça. pour que tout le monde le voit. Incroyable. Ouais, je vous le montre d'abord. Je vais parler un peu et je vais l'ouvrir après parce que je suis pas sûr d'être capable de. J'ai pas les bonnes capacités des youtubeuses qui ouvrent et qui parlent en même temps. Mais je peux essayer. Du coup, Magic, si je dois vous faire l'historique, moi je découvre de manière assez rigolote, puisque le point de départ, c'est je rentre au collège en 6e et il y a des clubs. Et donc je découvre la notion de vas-y, il y a des clubs et je vais faire ça sur le temps de midi. Et je suis déjà un peu un geek quand même. Et je décide de m'inscrire au club de jeux d'échecs. En me disant, ok, bah c'est trop bien, je vais faire des jeux d'échecs, j'aime plutôt bien les maths. J'aime plutôt bien les jeux. J'ai pas beaucoup joué quand j'étais enfant, on y reviendra peut-être un peu, mais c'est pas un truc que j'ai beaucoup, que mes parents m'ont beaucoup transmis. Et donc je me dis, vas-y, je vais faire le club d'échecs, ça va être trop bien. Et puis bah, ça me plaît pas plus que ça. Et au milieu de l'année, au milieu du début de l'année, il y a un prof de techno qui monte un club, la Légende des 5 anneaux, qui est un jeu de rôle qui a été adapté en jeu de cartes, Legend of the Five Rings, qui est très très clairement inspiré des légendes japonaises, mais imaginez le Japon médiéval fantastique vu par des Américains quand même. Donc vraiment avec tous les plus gros clichés possibles de samouraï, de ninja, de clan de l'ours, etc. Mais moi je tombe en plein dedans, je suis vraiment le seul 6e à aller dans ce club, qui est plutôt un club de 4e, 3e. Mais je suis déjà passionné du Japon, des arts martiaux, de ces trucs-là. Et donc je me retrouve à être le petit qui va jouer avec les grands. Et le marketing étant quand même plus fort que nous tous et toutes à ce moment-là, je pense 2-3 mois après avoir commencé à jouer à la Légende des 5 anneaux, on joue tous à Magic à la place. Donc qui est aussi un jeu de cartes à collectionner. Et qui prend très vite une place vraiment très importante dans ma vie. Je vous fais un peu miroiter parce que ouvrir un booster c'est un grand événement et pour l'instant vous voyez qu'une carte pas terrible, celle du début, mais après ça sera un peu mieux. Et vraiment Magic, pourquoi je l'ai choisi pour passion? Parce que c'est vraiment un jeu qui prend très vite une place très importante dans ma vie, d'enfant ou de préadolescent en tout cas à ce moment-là. Et c'est quelque chose qui va m'ouvrir des centaines et des centaines de portes et rencontrer vraiment beaucoup de gens. Puisque très vite, attendez je vais passer ces communes en même temps. Très vite, je rencontre pas mal de monde et je commence à jouer avec plein de copains-copines. On va pas se mentir, plutôt des copains. J'essaie d'être inclusif quand je parle, mais là, si je dois vous dire la vérité, plutôt des copains. Et je découvre le monde de l'organisation de tournois et d'événements. Donc Magic, c'est un jeu de cartes à collectionner. Vous voyez le petit paquet que j'ouvre, là, il est aléatoire. On ne sait pas ce qu'il va y avoir dedans, c'est pour ça que je fais un peu de suspense. Et donc, c'est aussi un jeu qui est basé autour d'un aspect communautaire. On va collectionner ces cartes, on va monter des paquets de cartes avec lesquels on va jouer.
et c'est un jeu qui est organisé beaucoup autour d'événements. C'est déjà le cas à l'époque, donc je vous parle, on est en 2001, je pense, dans ces années-là à peu près, 2002. Mais c'est encore plus vrai en ce moment, mais c'est un jeu où l'idée c'est quand même globalement de se retrouver et d'aller un peu dans des clubs de jeux et de jouer avec du monde. Problème, moi j'ai 12 ans, donc globalement je peux pas trop aller dans les clubs de jeux. J'ai grandi vraiment en plus en province, dans une campagne assez campagnarde. Mais, grand bonheur familial, ma mère est très très impliquée, et donc je me retrouve à faire toute une série de tournois de Magic avec ma daronne qui partait le matin en voiture, faisait le tour de tous les copains du collège, récupérait Steve à tel endroit, Romain à tel endroit, machin à tel endroit, nous déposait dans la grande ville à une demi-heure de bagnole le matin, repartait et venait nous chercher le soir. Et donc nous, on était vraiment un peu à un moment les mascottes des clubs de jeu, où on était les enfants qui jouaient affreusement mal, mais très mal à Magic. Et donc ça prend vraiment cette passion et cette place-là, que je perds un peu et qui s'étiole au fur et à mesure. On y reviendra, mais au lycée, je fais plus du jeu de rôle que du jeu de cartes à collectionner. Et c'est, pour toutes celles et ceux qui ont essayé, un peu compliqué de réussir à faire les deux à 100%. Mais plus tard, ça reviendra très très fort, entre autres parce que moi, avant d'être auteur à temps plein, j'ai bossé pour des maisons d'édition. Entre autres pour une maison d'édition d'ancienne qui s'appelle Yellow, qui s'est montée aussi par des passionnés de cartes Magic, par des organisateurs de tournois et des arbitres, ce que j'ai eu le plaisir de faire pendant longtemps. Et donc, quand je postule en étant un bébou à 22 ans, avec un CV sur lequel il y a écrit globalement fac de littérature contemporaine, et pas grand-chose lié au monde professionnalisant, le fait que j'ai été impliqué de manière associative dans l'organisation de tournois et dans l'arbitrage fait que chez Yellow, vous avez vu, le suspense continue de monter, chez Yellow, ils se disent « Ah, quand même, le petit, là, nous, on sait ce que c'est qu'organiser des tournois, il l'a un peu fait, vas-y, on va l'engager. » Et donc, c'est clairement Magic qui m'ouvre la porte de cette professionnalisation dans le monde du jeu, parce que c'est par cet intermédiaire-là qu'ils imaginent que je vais avoir des compétences, ce qui, je les laisse les juger a posteriori si ça s'est bien passé, mais pas trop mal, je crois. Et donc, je me suis retrouvé à travailler un peu grâce à ça. Et c'est aussi un jeu qui est une source d'inspiration pour beaucoup d'auteurs et d'autrices de jeux. C'est assez rigolo, là, je vous invite, si jamais vous êtes passionné, il y a une très bonne personne qui fait des podcasts qui s'appelle Paul Gara, qui a un podcast qui est vraiment passionnant à l'interview des auteurs et autrices de jeux sur 5 jeux qui a inspiré la carrière de cette personne. Moi, je pense sur la dizaine d'épisodes, il doit y en avoir au moins 8 où Magic, et on y reviendra, mais Donjons et Dragons font partie des jeux qui ont été influents. Donc clairement, Magic, c'est un jeu monde, hein, c'est un jeu qui... Et on est sur les Zunko, des cartes un tout petit peu plus rares, un peu plus chouettes. Mais Magic, c'est un jeu qui prend une place très très vite, assez dévorante. Et aujourd'hui, des années plus tard, après une grosse pause, j'ai vachement repris là. C'est cool ça. J'ai pas mal rejoué avec les copains et les copines, et le milieu a vachement évolué. D'ailleurs, maintenant, c'est plus du bluff, je joue vraiment avec des copains et des copines. C'est un des trucs qui fait que le milieu a joliment évolué. Et c'est un jeu qui prend toujours une place dans ma tête assez importante et qui revient régulièrement comme étant un truc qui me passionne. J'avais dit que je parlerais beaucoup, mais c'est déjà beaucoup là. Je vais finir de vous ouvrir ce booster pour vous faire un peu l'historique. Donc, quand on achète ce petit paquet de Magic, qui est vraiment le meilleur choix marketing de Richard Garfield, son auteur, qui, quand il crée le jeu à partir d'un truc improbable, lui, c'est un auteur de jeu plus classique, il veut faire éditer son premier jeu qui s'appelle Robo Rally, un gros jeu plus classique avec plein de matériel. Et il va voir Wizard of the Coast pour leur dire « Est-ce que vous voulez pas éditer mon jeu Robo Rally ?» Lui, il est doctorant à cette époque-là. Et Wizard of the Coast lui dit « En fait, on adorait, le jeu est super, mais ça nous coûterait trop cher. Fais un petit truc que tu pourras faire, un petit jeu de cartes qui pourra occuper les gens dans les files d'attente. » quoi. Je crois qu'en 93, donc à l'année de sortie, je pense que c'est moins de 3 mois après, ils ont dépassé le 1 million de cartes vendues. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de chiffres, mais on a plus des chiffres d'affaires. Et une des dernières extensions qui est sortie, qui était une extension sur la licence Final Fantasy, a généré 260 millions de profits en une journée. Donc je vous laisse imaginer à quel point maintenant c'est un truc qui est monumental. Que t'es le petit projet de cœur de Richard pour s'occuper un peu dans les files d'attente. Et donc vraiment c'est un jeu qui est influentiel et qui est basé donc sur un jeu de cartes à combo. On va récupérer ses cartes, on va construire son propre petit paquet, on va s'affronter. Mais aussi inspiré très fort des des collections de cartes à collectionner, notamment de baseball aux États-Unis. Et donc vendu dans ces petits paquets, qui est le bonheur aussi des boutiques de jeux, on va pas se cacher parce que c'est super, parce que ce petit paquet-là, qui coûte quand même un peu de sous, pas énorme, mais bien 5-6 euros globalement, ça a un peu augmenté au fur et à mesure. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Et un peu comme, vous avez sûrement les cartes Pokémon qu'on a un peu en tête maintenant, mais qui sont un peu moins jouées, même s'il y a une communauté de joueurs et joueuses, bah là peut-être que dans ce paquet qu'on est en train de voir ensemble, il y a une super carte où je vais me dire « Wow, ça vaut 20 euros, c'est super chouette ». Peut-être qu'il y aura un truc où, et c'est fortement probable que ça va arriver à ça, je vais me dire « Cool, ça vaut 10 centimes, mais j'étais content de l'ouvrir ». Et ils ont réussi à créer vraiment cette idée-là où
là je vous parle en même temps, alors ça se voit pas tant, mais je suis assez excité à l'idée d'ouvrir le moindre booster, alors que vraiment il y a ce côté, c'est un peu le ticket à gratter du geek, quoi. Et ça c'est un truc qui a aussi été hyper influent dans le monde du jeu, c'est comment est-ce qu'on gère et comment est-ce qu'on arrive à mélanger cette notion de hasard et de game design à la fois. Et je trouve que là où Pokémon a réussi à mettre le hasard très très en place, d'autres jeux ont réussi à mettre le jeu vraiment en avant, Magic a vraiment le bon équilibre entre les deux, de je suis très content d'ouvrir un booster et je suis très content de jouer après. Et pour vous raconter, parce que je vous raconte ça en même temps, je parle beaucoup mais on en est là, les cartes sont divisées en plusieurs raretés dans Magic. Et donc là on a passé toutes les premières cartes qui sont des communes. Les communes, il y en a plein dans chaque paquet. Quand on joue beaucoup à un moment, elles servent plus à caler des meubles qu'à faire autre chose. On n'en a plus quoi faire savoir. Moi je m'en sers beaucoup pour faire mes prototypes de jeux. Quand je vous montrerai un peu tout à l'heure, mais quand je construis mes jeux au départ, il me faut un truc pour caler le papier qui est un peu trop fin. Et souvent, je mets des communes de Magic puisqu'elles servent à rien. Ensuite, on a les uncommunes, qui sont des cartes qui sont un peu plus rares. Des fois, il y en a des biens. La plupart, on s'en fiche un peu, mais des fois, elles sont chouettes. Ce crabe est un peu rigolo, par exemple. C'est pas une trop mauvaise carte. Et ensuite, on va arriver voilà, sur ça. Donc là, vous voyez, le petit symbole n'a pas la même couleur. Et il y a un petit truc d'indiqué ici, c'est une rare. Les rares, c'est les cartes où on peut être hyper ému et se dire « Ouah, c'est extraordinaire ». Spoiler, c'est pas nul, mais c'est pas extraordinaire. Je ne vais pas verser ma petite larme, mais c'est une assez belle carte. Et vous voyez aussi que Magic, là où moi c'est un jeu que je trouve fascinant, c'est que c'est un jeu qui met beaucoup en avant ses artistes. C'est un jeu qui... Est-ce que si je fais ça, ça... Wow, incroyable, la technologie du zoom manuel à la main. Bon, vous ne voyez pas très bien, la qualité n'est pas merveilleuse, mais c'est une très belle carte, Se séparer, de Dominique Meyer, qui est un très très bon illustrateur. Et Magic a vraiment à cœur, toujours, année après année, de mettre en avant des illustrateurs et illustratrices de talent. Et on va finir ce booster. Ça, c'est tout petit, c'est un peu compliqué. Je ne vais pas vous expliquer comment ça marche, les rooms, mais c'était des cartes assez rigolotes. Et est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Oui, forcément. Ouais, ça, c'est vraiment le parangon de là où Magic est très fort. C'est, vous voyez, cette carte-là, elle brille. Bah, c'est exactement la même que les autres, sauf qu'elle est brillante, donc elle vaut un peu plus d'argent. Et ça, c'est un truc que Magic a réussi bien faire aussi, d'amener, et moi je suis en plein dedans là aussi, où le côté passion est là, cette notion de l'objet et de, ok, la carte à chaque fois, c'est pas la plus belle carte de Magic, hein, mais le fait qu'elle soit brillante, le fait que l'illustration soit bien choisie, c'est quand même, je trouve, en tout cas de mon côté, des petites œuvres d'art que j'ai envie de garder. Voilà, je pourrais vous parler 253 heures, je pense, de ma passion pour Magic, parce que c'est un jeu qui est vraiment fascinant, mais voilà un peu en vrac pourquoi il est ici. Et merci pour ce booster qui m'a pas fait briller les yeux jusqu'au bout, mais qui était très chouette, c'est toujours un plaisir d'en ouvrir un. Du coup, le deuxième mot qu'on t'a proposé, c'était le mot transmission. Ouais. Et du coup, Là, est-ce qu'on fait les paris aussi parce qu'on n'était pas d'accord? On n'est pas d'accord. Moi, je parierais sur Donjons et Dragons. Et toi? Et moi, je pense que c'est Seven Wonders. Et c'est effectivement Seven Wonders. Là où je découvre le jeu de rôle au lycée, on y reviendra un peu à un moment, mais je découvre Donjons et Dragons plutôt sur le tard. J'ai plutôt été un joueur de Warhammer et de Vampire la Mascarade. Mais Seven Wonders que vous connaissez peut-être, notamment parce que là, il n'y a pas le petit sticker sur la boîte, mais il est derrière à la boutique. C'est le jeu le plus primé au monde, qui, au-delà d'un argument marketing assez excellemment trouvé et assez vrai, Seven Wonders, c'est un jeu qui est vraiment fascinant et qui est vraiment somptueux en de nombreux points. Donc un jeu d'Antoine Bozat, un auteur français, ancien enseignant, qui est un très très bon ami aujourd'hui. Et Seven Wonders, je le découvre au club de Magic, justement, où il y a un peu un truc, souvent dans les clubs de Magic, il y a toujours un peu une armoire dans laquelle il y a des jeux qui traînent. Et à un moment, quelqu'un achète Seven Wonders et je fais une première partie et je trouve le truc horrible, vraiment, je comprends rien, je trouve ça atroce. Je me dis, pourquoi on joue à autre chose que Magic? Vas-y, on joue pas à ce truc. Et quelques mois plus tard, je me retrouve, là encore, lié aux événements. Magic est très très lié aux boutiques de jeux, aux boutiques spécialisées qui, et on les remercie beaucoup pour ça, font énormément pour le jeu organisé, donc vraiment accueillir des joueurs et des joueuses et pousser un peu les gens à découvrir le jeu et puis à pouvoir le pratiquer dans des bonnes conditions. Et je me retrouve à traîner dans une boutique de jeux à Poitiers où j'ai grandi. Et Ben, le vendeur, à un moment me dit « Mais tu joues un peu à des jeux de société ?» Ah non, 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 moi je joue à Magic, quoi. Et tu devrais quand même, je crois que ça pourrait te plaire. Et il me fait « Faut que tu joues à Seven Wonders. » Et effectivement, Antoine ne s'en cache pas, très inspiré de Magic. Tu devrais découvrir ça. Je dis « Ouais, j'ai fait une partie, c'était horrible, vas-y, on en refait une. » Et je rejoue, et là, wow, les lumières s'allument, ça brille de ouf. Et je découvre un peu ce champ de possibles des jeux de société. Au travers de, ok, à partir d'un matériel qui est cette fois-ci pas aussi pléthore que Magic, c'est-à-dire que c'est quand même des cartes, il y a quand même des plateaux, des petites pièces, plein de choses, des petites pièces en bois dans la première édition, en carton maintenant. Mais je me dis, ok, le champ des possibles des jeux de société, il est quand même hyper large, on peut faire plein de choses, et c'est un des jeux qui m'entraîne vraiment les deux pieds dedans. Donc vraiment, cette transmission de la passion du jeu, elle est là, et on en parlait un peu quand
on prépare et pas tant, on bluffait un peu à votre avis, qu'est-ce que j'ai choisi. Des années plus tard, moi je travaille donc pour Yellow, cette société nancéienne, et je tombe sur, j'aime bien cette anecdote, elle est ridicule mais elle est rigolote, sur un gros salon qui est en Allemagne à Essen, qui est un des salons les plus importants dans le monde du jeu, qui est dans 3 semaines d'ailleurs, il faut que je me prépare. À un moment, donc là encore, premier travail, j'ai 22 ans, je rentre dans les toilettes de cet énorme convention center, où il y a bien, je pense, au moins 120 000 personnes qui viennent sur les 4 jours, et je croise Antoine Boza qui sort des toilettes, le mec de Seven Wonders. Alors je le regarde un peu, genre, oh, c'est lui, et il me regarde un peu, je pense qu'il n'a pas du tout pensé ça, mais oui, c'est moi, et il me fait un petit signe de tête, genre, et alors moi j'interprète, genre, wow, le mec de Seven Wonders, il m'a salué, incroyable, quoi. Et l'année d'après, je suis un peu plus impliqué dans le milieu, et je suis déjà un peu plus sur l'aspect création. J'avais déjà créé mon premier jeu à ce moment-là, mais c'était un peu un hasard, je vous raconterai éventuellement tout à l'heure, mais c'était pas quelque chose de très prévu, on va dire. Et à ce moment-là, je travaille sur mon deuxième, et je re-rencontre Antoine. Pour de vrai, cette fois-ci, on est présenté, je discute. Et ce mec qui a 15 ans de plus que moi, 10 ans de plus que moi, qui est déjà un espèce de monstre sacré respecté par toute la profession, qui est un mec qui a fait Seven Wonders, mais aussi Anabi, qui aurait pu être sur cette table tant ce jeu est formidable, et plein de jeux magnifiques. On papote un peu, je lui dis je fais un peu de créa, il me dit envoie-moi tes règles, je regarderai quoi. Alors, moi je tombe des nues, quoi. Le mec on est dans le monde du cinéma, et je viens de croiser on va dire Orson Welles parce qu'il va se sentir un peu vieux, mais je viens de croiser Coppola qui m'a dit ouais, envoie-moi les rushs de ton film, je regarde et je te fais un retour, quoi. Donc je me dis un peu genre oui, le mec il bluffe, et un peu wow, incroyable, et je lui envoie les règles de ce qui deviendra mon deuxième jeu qui est là-bas, il existe encore, qui est Sea of Clouds, et Antoine m'envoie un long feedback, j'ai bien aimé ça, j'ai pas aimé ça, et vraiment moi j'hallucine, quoi, ce type qui est vraiment au sommet du sommet, il m'accorde de l'attention, et je découvre à ce moment-là que le milieu est vachement construit comme ça, que Antoine Boza est déjà un peu la deuxième génération, on va dire, d'auteurs un peu marquantes, après des mecs comme Bruno Feduti et Serge Lager, deux auteurs formidables également, qui ont été vachement accueillants pour des mecs comme Antoine Boza, Bruno Catala, Ludo Maublanc, qui par la suite ont été hyper accueillants, et qui m'amènent moi des années plus tard à me dire ok, je ne suis pas du tout au sommet de la carrière d'Antoine Boza comme il l'était quand je l'ai rencontré, mais quand on me contacte, évidemment je tiens à toujours accueillir les nouveaux auteurs, les nouvelles autrices, et je crois, et j'ai l'impression que ça marche en tout cas, qu'on va avoir cette boucle un peu de transmission qui va continuer. Et Antoine est devenu un bon ami, on a monté donc la team Kaedama ensemble, on a fait plusieurs jeux tous les deux ou à plus, et il m'a transmis vachement la passion, mais il m'a transmis aussi vachement de compétences très pratiques, de construction de prototypes, de fonctionnement, de manière de faire. Donc c'est clair que Seven Wonders est une de mes portes d'entrée les plus importantes. Moi je suis plutôt d'accord avec toi, parce que même au niveau du mot transmission, en fait, c'est un jeu par lequel on commence pas mal dans les jeux modernes, ouais, qu'on aime bien partager justement avec des jeux qui commencent le jeu. Du coup, c'est vrai que la part de transmission, elle fait carrément partie du jeu. Enfin, c'est un jeu un peu exigeant, en même temps qui est vachement accessible pour justement débuter dans le monde du jeu, je trouve. Après, comme c'est un succès énorme, c'est aussi un jeu qu'on trouve facilement. Complètement, ouais. Mine de rien, ça joue. Mais je reviendrai juste sur une chose, tu as dit au début je le teste et je n'accroche pas du tout, et puis j'y rejoue et je trouve ça bien, mais c'est quand même quelque chose qui arrive assez souvent finalement dans les jeux, d'avoir un avis qui change. Mais là, dans ce cas précis, qu'est-ce qui a fait que ça a changé selon toi? Je pense que c'est presque un cliché classique de moment où on discute de jeu, mais les jeux autour de la table très fort, et la compréhension du jeu qui est, tu le dis, et Seven Wonders, pour moi c'est une espèce d'anomalie que ça soit un succès populaire aussi énorme. Tant les premières parties, tu bites rien, tu gagnes des ressources, mais elles sont pas palpables, tu les prends pas, tu interagis seulement avec ton voisine de gauche-droite, il y a tout un système de guildes qui arrive un peu plus tard, mais tu comprends pas trop comment elle marche. Je crois qu'on me l'explique pas très bien, mais que je suis pas capable de bien l'intégrer, donc j'ai du mal à comprendre exactement les enjeux. Là où la deuxième partie, je sais pas, j'ai mieux compris, je suis plus dedans. Et ce qui est aussi un autre truc, et évidemment il y a tellement de jeux qui sortent qu'on peut pas demander à tout le monde de faire 2 parties. Mais qui régulièrement, moi j'essaye d'insister des fois sur certains jeux auprès des gens que j'aime bien, sur des jeux que j'aime vraiment beaucoup, ok, là l'instant T il était peut-être un peu pourrave parce que je sais pas, ton responsable il avait été désagréable avec toi, donc tu passais une mauvaise journée, donc tu n'étais pas prêt à recevoir un truc, ou juste il faisait pas beau, ou on t'a mal expliqué une règle, ou t'as pas eu de chance sur un truc. Et des fois sur des jeux vraiment marquants, je crois que ça vaut le coup d'insister un tout petit peu et de faire au moins une deuxième partie pour voir si c'est chouette. Merci beaucoup. Du coup, le troisième mot qu'on t'avait proposé, c'était le mot émotion. Et du coup, quel jeu as-tu choisi pour le mot émotion? Je pense que c'est le moment où j'ai choisi Donjons et Dragons. Si, j'étais à ça. Ouais, j'avais bon. Toi, t'étais bon, le bingo était bien. Pour l'instant, j'y suis là. Du coup, Donjons et Dragons, le jeu de rôle le plus célèbre, je pense, au monde, créé du coup par Gary Gygax, si je le prononce bien,
et Dave Arneson, du coup, qui est publié pour la première fois en 1974, la première édition chez TSR, si je ne me trompe pas, qui est l'ancêtre de Wizard of the Coast. Ouais, comme souvent, j'ai un peu choisi Donj parce que c'est un des parangons du jeu de rôle, mais j'aurais pu choisir n'importe quel jeu de rôle plus marquant. Mais force est de constater que ça fait partie des jeux de rôle sur lesquels j'ai le plus de gros souvenirs. Et c'était un peu un prétexte pour vous dire que le jeu de rôle c'est formidable et qu'il faut en faire. Mais le jeu de rôle c'est absolument formidable et il faut en faire. Moi je le découvre et je me suis rendu compte plus tard que c'est un parcours qui n'est pas souvent. Donc c'est un peu mélangé en termes de chronologie, mais je découvre le jeu de rôle globalement au lycée. Et là où c'est bizarre, et souvent les gens me regardent avec des grands yeux, mais je découvre le jeu de rôle parce que je suis en seconde et les terminales où ils jouent au JDR, et c'est vraiment les cool kids, quoi. Il y a vraiment un truc de « Waouh, les grands, ils font du jeu de rôle, le rêve, c'est eux les stars du lycée, quoi. » Ce qui souvent, dans les histoires personnelles face au jeu de rôle, est un peu l'inverse, quoi. C'est plutôt les gens qui se font bully parce que c'est les gros geeks. Moi, vraiment, il y avait un truc de « Je rêve du faire de jeu de rôle parce que les terminales, ils en font et ça a l'air d'être trop bien, quoi. » Je rentre plutôt par Warhammer, qui est un donjon et dragon un peu différent, un peu plus punk sur pas mal d'approches. Où je sais pas pourquoi, je vais à ma boutique de jeux et j'achète ça. Et on joue archi mal, mais le jeu de rôle prend une place monumentale dans notre esprit, au point que Magic passe un peu en second plan, ce qui était inimaginable pour moi à une époque. Et on se trouve à commencer à faire du jeu de rôle, que je vous raconte pas en détail, puisque j'imagine que vous hochez tous et toutes globalement la tête. Mais vraiment sur cette notion de un meneur, une meneuse qui va nous raconter une histoire. Et tous ensemble, on va essayer de coopérer pour raconter la plus belle histoire possible et vivre des aventures. Qui est vraiment maintenant, ma perception du jeu de rôle est vraiment centrée autour de ça. Une grande aventure coopérative où on va essayer de raconter une belle histoire. Et putain, qu'est-ce que c'est fort en fait. Il y a vraiment un truc de... Autant au lycée, on joue comme des malpropres, on fait n'importe quoi avec les règles, mais c'est aussi ça qui fait le jeu de rôle. Mais il y a vraiment un truc de... On vit nos petites aventures, c'est pas mal, mais j'ai pas de souvenir si marquant de ça, de lycée, de jeu de rôle. Mais dans ma vie d'adulte derrière, et notamment quand je m'installe à Bruxelles, ce que je fais des années plus tard, puisque j'ai travaillé pour Repos Production, qui est la boîte qui édite Seven Wonders, donc là aussi un espèce de rêve de wow, Seven Wonders, wow, je travaille pour eux après, incroyable. Et j'arrive à avoir mon petit groupe de jeux de rôle avec qui on joue beaucoup à Donjons et Dragons, mais à plein d'autres trucs, notamment parce que, et on le souligne pas assez, j'ai l'impression, mais on a une scène notamment indépendante de création de jeux de rôle francophones qui est absolument zinzin, vraiment, on a des auteurs et des autrices qui sont incroyables de tous les côtés, que ce soit, on en parlait un peu, mais le Grumpf, mais derrière un mec comme Hino, ou même la nouvelle génération avec un mec comme Martin, Milouche, Melville, vraiment, on a des cracks, mais des gens absolument merveilleux et merveilleux sur la création de jeux de rôle, qui ne sont pas des stars et qui ne vendent pas des millions de boîtes parce que c'est un peu moins bankable que Seven Wonders à la fin, quoi qu'il arrive. Et le jeu de rôle, derrière, c'est parmi mes plus gros souvenirs de jeu. Vraiment des moments où on touche des instants vraiment magiques, où tout le monde est ému autour d'une table, où on se marre comme on se marre à aucun party game, où on arrive à pleurer un peu parce qu'il se passe un truc très très beau, où on a une implication qui est très 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 forte. Et à la fois, je trouve ça extraordinaire qu'on arrive à tutoyer ça avec du jeu et en étant autour d'une table. Et il y a un truc qui est hyper inspirant aussi sur est-ce qu'à un moment le jeu de société va réussir à se diriger un peu vers là, ce qu'on arrive à l'heure actuelle pas tant à faire. On pourrait passer des très très bons moments de jeu et on va vraiment bien se marrer, mais j'ai rarement été touché en faisant du jeu de société, là où vraiment je me suis retrouvé même si parfois c'était en ligne, alors qu'en ligne t'es avec ta pauvre webcam à l'arrache, mais j'ai un très bon souvenir de jeu de rôle où on a fini, on était 5, et on était tous les 5 genre ouais, c'était bien quand même, et on était hyper touchés à avoir la grosse chialade, alors qu'on venait de raconter une scène de jeu où tout se passait dans notre tête, quoi. Et ça, c'est quand même absolument extraordinaire. Bah, tu décris un truc un peu magique de comment dire, justement d'émotions que tu ressens au niveau du jeu de rôle. Pourtant, en termes de création, enfin si, tu as fait un jeu de rôle quand même, Ouais. mais c'est pas trop vers ça que tu es allé. Non. Et du coup, la question qui arrive, c'est qu'est-ce qui te motive finalement à faire des jeux? Parce qu'on pourrait se dire que spontanément, on irait vers ce qui me provoque le plus d'émotions. Ce qui est dur pour... Alors, donc, j'ai bossé sur un jeu de rôle un peu indépendant qui s'appelle The Heist, avec Gabriel Durnerin. Ce qui est dur pour le jeu de rôle, je trouve, c'est que c'est dur. Il y a vraiment un truc de... Et je m'en suis rendu compte, le jeu de rôle, un livre de jeu de rôle va généralement mélanger deux grands trucs, qui est un système de jeu, qui est souvent un peu prétexte, là où sur le jeu de société, c'est tout ce qui compte, et un univers, qui est ce que j'ai envie de raconter et de décrire. Et autant mes capacités et mon travail m'amènent à être assez confortable dans l'idée de créer un système de jeu, et ça a été le cas sur The Heist avec Gabriel, quand on a travaillé dessus, il y avait un côté de
très vite, on a mis un peu les briques de comment est-ce que ça allait marcher. Et quand il a fallu revoir la copie, c'était assez facile pour moi de me projeter. Autant, créer un univers, c'est tellement zinzin, il y a tellement de choses à faire, c'est tellement énorme. Et The Ice, c'est un jeu à petit univers. C'est-à-dire qu'il y a un peu de lore, on raconte un peu l'histoire, mais il n'y a pas des milliers de peuples différents avec des pays et des choses. C'est un jeu contemporain qui se passe dans la vraie vie, donc c'est pas très très dur à construire. Mais derrière, il y a un autre aspect qui est important, qui est la création de scénarios. Et donc, je me suis retrouvé à devoir écrire des histoires. Et waouh, j'ai jamais autant galéré sur un truc, quoi. C'était vraiment très 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 dur. Et l'autre aspect, il est pragmatique, comme être auteur de jeu, c'est mon travail à temps plein maintenant. Un jeu de rôle comme The Ice a été un succès correct, on va dire, dans le milieu du jeu indépendant. On n'a vraiment pas vendu de quoi... je pense qu'en termes de droits d'auteur, j'ai pas de quoi payer un mois de loyer, alors que c'était clairement plus qu'un mois de travail, quoi. Ouais. Là où le jeu de société, notamment de par son export qui est vraiment plus important, vous imaginez traduire un... Bon, Donjons et Dragons, c'est l'exception qui confirme la règle. Évidemment, ils en vendent des milliards, quoi. Mais traduire un bouquin de 350 pages hyper complet, c'est beaucoup plus dur que traduire un petit jeu de cartes sur lequel il n'y a pas de texte. Ce qui fait que ça ne s'exporte pas très très bien, donc les volumes de vente ne sont jamais très bons. Mais régulièrement, tu vois, c'est un peu mes projets plaisir. Là, j'ai un autre truc en écriture avec Comme Martin, où clairement, lui comme moi, on sait qu'on a trop envie de le faire, on s'éclate de ouf. Je suis pas sûr qu'on trouve une maison d'édition à la fin, mais au pire, on l'auto-éditera, tant pis. Je suis pas certain qu'on en vende plus de 200 exemplaires, mais tant pis, on l'aura fait, c'était cool. Mais je pense que dans un monde incroyable où le système capitaliste est tombé et j'ai pas besoin de travailler pour gagner ma vie, je crois que je fais beaucoup plus de jeux de rôle et un peu moins de jeux de société. Et vous verrez que The Ice a un aspect un peu... on l'a perçu et créé avec Gabriel, donc mon co-auteur, plutôt comme étant quelque chose d'assez accessible. Si vous n'avez jamais fait de jeu de rôle, c'est presque clé en main. Il y a un peu de travail pour le meneur ou la meneuse, donc merci de faire ça. Si je peux me permettre, je trouve qu'en plus, il a vraiment un côté très jeu de société, justement, The Ice, dans la façon dont il est abordé. Et je trouve ça très intéressant, justement. C'est marrant parce qu'on nous l'a beaucoup dit. Et je pense que Gabriel, comme moi, Gabriel vient aussi du jeu de société. Alors c'est mon meneur de Donjons et Dragons, donc c'est aussi comme ça qu'on a passé beaucoup de temps. Mais il est aussi auteur de jeux de société un petit peu. Il a bossé pour des maisons d'édition. Actuellement, il fait de la gestion de projet pour Playpunk, que vous connaissez peut-être pour Captain Flip, un excellent jeu que je vous recommande. Ou pour Zenith, qui est un deuxième excellent jeu que je vous recommande aussi. Clairement, nous, on a bossé en se disant, on fait du JDR, vas-y, on est grand maintenant, on fait du jeu de rôle. Et après, tout le monde nous dit, c'est un peu un jeu de société quand même, on s'en inspire. On a fait, ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais clairement, dur d'enlever cette casquette-là. Du coup, on va passer au quatrième mot, qui était innovation. Du coup, quel jeu as-tu choisi pour innovation ? Il en reste 2. Nous, on avait parié sur The Mind, tous les deux. Pareil. Ouais, clairement, The Mind. Nickel. Du coup, The Mind, un jeu allemand créé par Wolfgang Wartsch, j'espère que je le prononce bien, sorti chez NSV. Je ne vais pas vous faire l'affront de le dire en allemand, le nom entier. Je ne sais même pas ce que c'est. Et c'est une... ouais. Attends, je l'ai peut-être. Je vérifie. Mes sources. Il a dit, ça me stresse un peu de mal le dire. Ouais, je ne l'ai pas noté. Comme ça, pas de stress. Et par contre, c'est distribué ou édité par Ouya en France. C'est Ouya qui localise, qui fait la version française. Exactement. Et du coup, tiens, et je te laisse le présenter comme tu le fais très bien. The Mind, c'est vraiment un truc où... déjà, si vous y avez jamais joué, jouez-y parce que ça prend 10 minutes. Et qui est vraiment, je pense que... j'ai même un souvenir très précis de comment je le découvre. C'est le jeu sort donc d'abord en allemand. Et Ouya, là, c'est une édition française assez jolie. C'est quand même hyper moche, mais assez jolie dans le sens où il y a des vraies règles dans la boîte. Mais Ouya a une spécialité, donc c'est aussi un barrageux à Paris, qui est aussi un peu distributeur. Un peu bizarre, éditeur, ils font plein de trucs. Et généralement, ils prennent la version allemande du jeu, ils traduisent la règle, ils l'impriment sur un bout de papier un peu cheap, ils mettent un petit coup de cutter dans le cello et ils la glissent dedans. Donc il y a vraiment un truc de... T'achètes un jeu en allemand sur lequel il y a quand même un tout petit peu de texte sur les cartes, même s'il n'est pas important. Mais ce texte, il est en allemand parce que tant pis, et puis tu as les règles et tu peux jouer. Et le jeu sort en Allemagne, il ne fait pas énormément de bruit. Wartsch, c'est un auteur autrichien, donc il travaille beaucoup avec les Allemands à l'époque, toujours aujourd'hui d'ailleurs. Et le jeu arrive aux États-Unis et ça buzz un petit peu. Et je lis un article de quelqu'un qui dit The Mind, c'est formidable. Et je me souviens, je me dis ok, ça m'intéresse un peu, et j'achète une boîte au Festival de jeux de Cannes. Et donc vraiment cette édition hyper pérave avec juste un petit coup de cutter et des règles pas terribles en français dedans. Et je croise Antoine Boza, donc l'auteur de Seven Wonders, déjà un ami à l'époque, qui dit achète pas, je lui dis achète pas The Mind, je l'ai acheté pour qu'on le teste ensemble. Il fait je l'ai acheté aussi, donc on a 2 boîtes. C'est pas grave, ça coûte pas très cher, on peut avoir 2 jeux, on vit pas ensemble. Mais il y a un peu un truc on avait prévu d'y jouer ensemble, tant pis quoi.
Et puis le festival se passe et on n'arrive pas à se capter, et donc chacun rentre chez lui. Moi, je suis à l'aéroport avec Elodie, ma compagne, et je me dis, ah bah tiens, j'ai ça, je vais lire les règles, quoi. Et je lis les règles, à la lecture des règles, je me dis, oh, je me suis fait niquer, ça a l'air nul. Mais vraiment, mais horriblement nul, quoi. Je comprends rien. Je me dis, c'est impossible que ça marche. Et donc, pour vous expliquer The Mind, parce que ça s'explique très très bien, c'est un jeu où on a des cartes numérotées de 1 à 100. Elles sont mélangées et distribuées aléatoirement aux joueurs et aux joueuses. On en a plus ou moins dans notre main en fonction du niveau. Et on va lancer la partie en mettant nos mains au milieu, la manche, en disant synchronisation. Et maintenant, il faut jouer les cartes dans le bon ordre. Donc, comment est-ce qu'on joue les cartes dans le bon ordre ? C'est un jeu magnifique sur le langage non-verbal et la perception des autres. C'est vraiment un jeu que j'adore parce qu'il fait partie de ces coops que j'ai tendance à appeler coops d'empathie. Parce que vraiment, il faut ressentir un peu ce que les autres sont en train de faire et de se dire « Non mais tu fais pas n'importe quoi, c'est pas possible, t'es pas nul. Donc si tu fais ça, c'est qu'il y a forcément une bonne raison. » Pensez à Nabi, pensez à tous les jeux de Junior Protier. Pas mal de jeux ont vraiment ce côté-là que j'aime beaucoup. Tech Time qui sort aujourd'hui est un autre très bon exemple. Et vraiment, on se retrouve comme ça à se regarder et être genre personne ne bouge, il se passe rien. Évidemment, on n'a pas le droit de parler. Il se passe rien, donc personne n'a la carte 1, parce que si moi j'ai la carte 1, je vais la jouer tout de suite, parce que c'est la première. Mais si personne n'a joué tout de suite la carte 1, personne ne bouge, personne n'a la carte 2, imaginez ça jusqu'à 100. Et vraiment, c'est un jeu où, et là je vous sens circonspect si vous n'avez pas joué, c'est normal, ça a l'air horriblement nul. Mais vraiment, c'est un jeu où on se retrouve des fois à se regarder comme ça, sans se parler pendant 30 vraies grandes secondes, quoi. Et d'un coup, quelqu'un va faire. Il va jouer une carte et c'est un 26, et l'autre va jouer un 27, et l'autre va jouer un 28, et se dire pourquoi ça marche, quoi. Et vraiment, je suis quelqu'un qui est assez pragmatique, je ne suis pas religieux, je ne crois pas trop à l'ésotérisme. The Mind, c'est magique, en fait. Il y a vraiment un truc que je ne peux pas expliquer qui se passe autour de la table. Et donc, je me retrouve à jouer à ce truc, à envoyer évidemment tout de suite un message à Antoine en disant tu vas lire les règles, ça a l'air nul, joue, en fait. Vraiment, jouer tout de suite. Et on se retrouve un peu partout à jouer, et à se dire oh, t'as joué à The Mind, c'est incroyable. Et vraiment, c'est un jeu où je ne pensais pas que c'était possible de faire un jeu comme ça, en fait. Il y a vraiment un truc complètement obscur. Et là où c'est génial, c'est que je me souviens qu'on lit ça et on se dit oui, ce mec-là, Wolfgang Warsch, ça doit être un nobody qui a eu une très bonne idée et il a dû faire qu'un seul jeu, quoi. Et Warsch sort la même année un jeu qui s'appelle Très Futé, qui est exceptionnel. Un jeu qui s'appelle Les Charlatans de Belcastle, qui est exceptionnellement important. Les Tavernes de la Vallée Profonde, qui est un peu moins marquant, mais qui est extraordinaire. Qui, par la suite, va gagner le Spiel des Jahres, qui est le prix du jeu de l'année en Allemagne, qui est monumental. Qui gagne cette année le Kinderspiel des Jahres, donc le jeu pour enfants de l'année, qui est un prix qui est vraiment hyper important. Et donc, qui est un mec hyper inspirant et qui va toujours vers cette notion un peu d'innovation, de trouver des trucs où quand on regarde, on se dit c'est pas possible, ça peut pas exister, quoi. Donc vraiment hyper fort et un très bon souvenir. Et qui reçoit en 2019 pour The Mind l'As d'Or, qui est le plus grand titre français. Mais on parlait justement de un peu ce que tu disais, qu'un jeu c'est aussi les gens autour de la table, et je pense qu'il faut aussi avoir les gens qui sont réceptifs à ça. Tu vois, tu parlais de magie. Bon, je suis pas très croyant. Et moi, je ressens pas vraiment de magie quand je joue à The Mind. Je ressens juste une espèce de malaise de ah ma mince, en fait, on ne sait pas quoi faire et on est tous là à pas savoir quoi faire. Et en fait, pourquoi on joue pas au jeu là-bas qui est un vrai jeu que je connais. Et Skull King, c'est pas mal en fait. Mais mais ouais, enfin tu vois, il y a ce truc-là. Et pour moi, ça fait un peu partie des jeux comme quelque part. Alors, je pense que tu seras pas forcément d'accord, mais je mets un peu dans la même catégorie que des jeux comme le Loup-Garou en fait. C'est-à-dire que le Loup-Garou, si tu as une très bonne tablée, c'est super, ça marche, ça tourne, il y a une espèce de truc qui se passe qui vient de nulle part en fait. Mais pour moi, ça vient des gens, ça vient pas du jeu. Après, on peut dire, mais justement, c'est ça qui est magique, c'est que le jeu, il est prétexte à faire que les gens vont faire des choses. Mais moi, j'ai vraiment ce sentiment un peu, tu parles un peu d'arnaque, mais j'ai un peu ce sentiment d'arnaque avec ces jeux-là, où je dis, en fait, c'est moi qui fais tout le job. Le jeu, il me propose pas grand-chose, et c'est cool parce que moi, je suis cool, et que mes potes, ils le sont aussi. Mais vraiment, Loup-Garou, j'ai un peu ce sentiment-là. Et The Mind, j'ai un peu la même. En fait, je le mettrais vraiment dans la même catégorie personnellement. C'est pas un jeu sur lequel j'irais facilement. Pourtant, j'imagine très bien que je pourrais faire des parties où je me marre avec les bonnes personnes, justement. Ouais. Mais Et c'est aussi un jeu qui est hyper inspirant, je trouve, parce que c'est un énorme succès. Vraiment, il gagne l'As d'Or, il est nominé au Spiel, il gagne pas, je crois. Cette année-là, il perd contre Azul, si je dis pas de bêtises. Ça va, c'est une belle défaite. Mais c'est un jeu qui fonctionne commercialement extrêmement bien. Regardez comme c'est moche, quoi. Et vraiment, c'est un jeu qui est pas très joli. Le thème, c'est on est des espèces de lapins ésotériques qui font de la méditation. Ça n'a aucun sens.
vrai que c'est... C'est pas très bien illustré. Il y a ce que je préfère. Il n'y a pas spécialement de qualité de production, quoi. C'est que des cartes et c'est tout. C'est une petite boîte. Il n'y a pas de gros service marketing derrière. C'est pas une maison d'édition qui fait des tonnes et des tonnes d'argent en communication, en tout. Et ça cartonne. Ce qui est aussi pour moi un peu une source d'inspiration de... Régulièrement, il y a un peu ce leitmotiv qui est un peu galvaudé évidemment, mais de se dire si un jeu est extraordinaire, il trouvera la porte des joueurs et des joueuses et il fonctionnera quand même commercialement. Et The Mage, je trouve que c'est un des bons exemples. Un jeu qui avait rien pour lui, mais qui a quand même très très bien fonctionné en termes de vente. Et du coup, on va passer du coup au dernier mot. Ah là, vous qui savez était... lequel Comment, pardon? Vous savez quel jeu était Forcément. associé. Et oui, et en plus, je suis très content C'est-à-dire que parce j'ai que jackpot, c'est tellement... J'ai trouvé les 5. Ouais, bravo. Tu auras gagné ce petit jeu entre nous deux. C'est ça. Et du coup, c'est Wingspan. Et du coup, tu l'avais associé, pardon, au mot inclusion, exactement. Et du coup, Wingspan, qui est un jeu d'une autrice cette fois-ci, Elizabeth Hargraves, du coup, qui est américaine. Et qui, du coup, une boîte qui sort chez Stone Meyer Games et qui est distribuée en France chez Matago en 2019, si je ne me trompe pas. Ouais. Ça, On va l'ouvrir parce que 2018, le jeu est vraiment Wingspan. magnifique. Il faut savoir que le jeu est neuf. Du coup, tu vas pouvoir dépioter, t'amuser. Ça, c'est t'as Il envie. est punché encore, c'est beau. J'ai pas fini pour ça. J'ai monté le nichoir à... Oui, il a déjà monté c'est le pas mal. nichoir. Il y avait un peu deux choses sur ce truc-là, et là encore, en fait, vous m'avez envoyé des mots, et je me suis un peu dit, je vais parler de jeux sur lesquels j'ai des trucs à dire et qui m'intéressent. Mais Wingspan était assez pertinent sur pas mal d'aspects sur ça. Le premier est peut-être le plus léger, même si c'est directement lié au jeu, mais c'est que Wingspan, c'est un jeu plutôt compliqué. Là encore, il va gagner le Kennerspiel des CRS, donc le jeu de l'année connaisseur et connaisseuse en Allemagne de l'année de sa sortie. Il va être complètement snobé par les As d'or et on les déteste pour ça, mais tant pis pour eux. Mais c'est un jeu donc plutôt qui boxerait dans la catégorie des jeux un peu complexes. Ça joue jusqu'à 4, si je dis pas de bêtises. À 4, ça peut être 2 bonnes heures de partie. 5 ? Oh là là, 5, je choisis on peut pas à même jouer 5, à tout 5 c'est seul. trop long. Donc à 5, ça doit bien être un 2h30 de partie. Il y a bien une bonne grosse demi-heure d'explication de règles. Et c'est pas le jeu le plus facile et le plus accessible du monde. Alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre de parler d'inclusion pour un jeu qui n'est pas très accessible. Mais néanmoins, Wingspan amène un truc, en premier lieu, qui est super. C'est, le thème, ça fait du bien. En fait, on n'est pas des gros barbares qui allons tuer d'autres gens. On n'est pas en train de construire une ville allemande dans 1700. On n'est pas en train de coloniser un espace vide de toute population pour en faire un truc super. On va exploiter les ressources naturelles. Non, dans Wingspan, on incarne des ornithologues. Et on va se balader pépouze dans la nature. Et on va regarder les petits oiseaux. On va essayer d'analyser là où ils nichent, de quoi ils se nourrissent, où est-ce qu'ils habitent, etc. Et en plus, c'est un jeu qui est extrêmement sourcé par son autrice. Elizabeth Hargraves, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est son boulot, ou du moins c'est une partie de son champ de recherche. Et donc, chaque carte a une illustration qui est unique, où à chaque fois on a un oiseau, son envergure, son habitat, est-ce que c'est plutôt un oiseau des plaines, des marécages, des forêts. Je vais vous faire un plaisir, je vais vous lire une carte. Juste pour le plaisir. Un petit texte d'ambiance. Alors du coup, les cartes que vous venez de voir, c'est une hirondelle noire. Du coup, les Amérindiens fabriquaient des abris pour ces oiseaux car ils les débarrassaient des nombreux insectes. Et donc, Voilà, chaque petit carte fun fact sur chaque carte. C'est ça, sourcé, Et- vérifié, et donc vraiment un truc qui est hyper important. Et moi j'ai trouvé que c'était un très bon exemple de soudainement ce jeu qui, je pense, avec un thème minier au 19e siècle, aurait peut-être été mineur, on s'en serait peut-être pas autant souvenu, a eu un succès monumental et notamment un succès public très important. Et notamment, et c'est un peu cliché de le dire, mais on l'a vu quand même majoritairement, c'est un jeu qui a amené plus de femmes à se pencher sur des jeux plus complexes, qui étaient un peu vos trucs masculins avec des barbares en slip, on en a un peu marre là les gars, donc c'est cool d'avoir un truc qui change un peu quoi. Et donc ça a amené quelque chose qui était quand même majeur, même si bien sûr il y a des femmes qui adorent les jeux masculins avec des barbares en slip, et c'est ok. Mais c'est un truc qui vraiment a amené plus de personnes à s'intéresser au monde du jeu. Et c'est vrai que moi je l'ai vu dans des cercles proches, pas spécialement des gens avec qui j'avais l'habitude de jouer, qui d'un coup me disaient on a découvert un jeu là, vraiment c'est super. Quand les gens te disent ça, généralement tu vas dire oui, c'est Trio, Flip 7 ou King Domino, quoi, un petit truc qui est en train de se propager très très vite. J'ai plus le nom là, un truc avec un oiseau sur la boîte. Wingspan, on a adoré de ouf quoi. Et c'est pas souvent que c'est un jeu de ce calibre-là en termes de complexité qui arrive à toucher autant de monde. Et je pense le jeu est vraiment formidable, trop long à plus de 2, mais autrement vraiment formidable. Mais aussi, vraiment, il amène quelque chose qui est hyper frais. Sur un autre aspect aussi, c'est un jeu qui a été extraordinairement bien édité. Je trouve que la lisibilité est pas parfaite, mais pas loin. Il y a plein de trucs qui sont vraiment très lisibles.
ce qui aide vraiment à son fonctionnement. Et Stonemaier Games, donc, qui est une maison d'édition américaine portée par Jamie Stegmaier, qui est aussi un auteur, a vraiment, je trouve, compris un truc qui m'obsède dans le jeu de société contemporain et qu'on ne retrouve pas aussi fortement dans les jeux pour adultes que dans les jeux pour enfants, qui est l'aspect, vas-y, on s'amuse et donc on a envie d'avoir des choses sur la table. Donc vous les voyez, la Seb les manipule avec brio, merci pour ça encore. Mais il y a des petits œufs qu'on va faire pondre, qu'on va mettre sur nos oiseaux quand ils les pondent, et il y a 4 couleurs d'œufs différents. À quoi ça sert? À rien du tout. Mais moi, quand je joue, j'ai pas cette édition-là, j'ai des petits œufs violets. Je mets que les violets parce que c'est ma couleur préférée, alors je prends les violets, donc je suis trop content. Et toi, tu fais un petit mix, tu mets des blancs, des verts, des trucs. Et donc chacune peut jouer avec ce petit truc qui est hyper sympa. Et le parangon de ça, on le voit à côté, c'est le nichoir à dés, sur lequel on peut faire tomber les dés. Donc il y a vraiment cette tour en carton qui est présente dans la boîte. Attention un peu des. Bah attends, tu veux pas qu'on le fasse tomber là? Devant la caméra? On le voit ou pas? Vas-y, lance des dés Attention, dedans. ouais, bah attends, parce que je suis pas hyper. Hop. Voilà, hop. Alors, est-ce que j'ai fait un bon truc? C'est gadget et indispensable. C'est pas mal. Hein. Il y a 2 poissons, une souris, c'est pas mal. Ah, il m'en manque un. Et donc vraiment, cet objet-là, il ne sert à rien du tout. On pourrait jeter les dés sur la boîte, ça serait la même chose. Ça serait pas du tout la même chose. Parce que vraiment, ce moment où on relance les dés, et là, vous l'avez un peu entendu, on n'est pas dans la meilleure config, mais ce petit plic-ploc des dés dans la mangeoire, cette petite mangeoire qui est là au milieu de la table, magnifique, quoi. Je vis pour ça, quoi. Et ça, clairement, ça amène un truc aussi qui est prendre conscience que le jeu de société, c'est pas qu'un empilement de mécanique. Et donc que le thème, les illustrations et le matériel va amener des gens à se pencher sur ça. Et le deuxième point, et qui est assez formidable, c'est que Elizabeth Hargrave a été quelqu'un d'extrêmement... dès qu'elle a pris de la place, mais même avant, et puis c'est quelqu'un qui a eu un jeu qui a été majeur. À Wingspan, c'est plus d'1,5 million de copies vendues dans le monde. Pour un jeu comme ça, c'est vraiment une anomalie. Dès qu'elle a eu encore un peu plus de place, elle a occupé toute cette place pour être très très vocale et très très politique, notamment sur la place des minorités, entre autres de genre, dans le milieu, mais également la place des personnes racisées, et qui a amené vraiment beaucoup de réflexion. Elle a utilisé sa voix de manière politique vraiment très marquée, et c'est quelque chose qui est inestimable, qui est hyper fort, parce que, évidemment, vous en doutez, ça lui a amené des énormes relous qui sont venus l'emmerder régulièrement, mais c'est vraiment quelqu'un qui a eu ce côté très 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 marqué de à partir du moment où j'ai de la place, je vais m'en servir pas que pour moi. Et ça a ouvert des brèches qui ont été formidables, notamment elle a bossé avec une chercheuse et elle a remis en avant la place des minorités, puis la place globalement de tout le monde sauf les hommes blancs, notamment sur les couvertures de jeux, en découvrant parmi les stats absolument horribles, mais tout est trouvable en ligne si vous voulez plus d'infos, mais le fait que sur les couvertures de jeux, et notamment sur le top 1000 Board Game Geek, qui est le site de référence, il y a plus d'animaux en couverture que de femmes. Il y a plus d'animaux en couverture que de femmes. Il y a évidemment plus d'hommes que de femmes et que d'animaux, mais globalement, c'est plus facile de trouver une couverture sur laquelle il y a un oiseau ou un mouton ou un alien qu'une femme qui soit représentée. Alors je vous laisse imaginer une femme racisée à quel point c'est encore plus introuvable. Et donc le fait que Elizabeth Hargrave ait vraiment utilisé sa voix et vraiment pointé ça de manière extrêmement vocale, extrêmement forte, il y a un moment, et le milieu du jeu s'est longtemps caché sous ces questions-là en disant « Pardon, on n'a pas fait exprès », classiquement dans cette chose de ça, et vraiment sans citer exactement Jacques Chirac, il y a vraiment un truc de « Maintenant, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas en fait ». Et donc vraiment, elle a ouvert cette porte de « Vous vous cachiez derrière une forme de mise en avant de vos privilèges comme étant « Pardon, en fait, en tant que privilégié, on ne se rend pas compte qu'on a des privilèges. Maintenant, en fait, vous ne pouvez plus que vous taire et il va falloir faire mieux. » Et donc en termes à la fois, c'est là où c'est formidable et où le jeu cochait bien toutes ces cases. Pour résumer un peu, pardon, j'ai encore été un peu long. Mais c'est à la fois Wingspan, je trouve, est un jeu qui a amené une forme d'inclusion vraiment très importante par la qualité globale du jeu et de son édition. Ça a amené des nouvelles personnes et des personnes qui ne s'intéressaient pas tant aux jeux de société à s'intéresser aux jeux de société contemporains. Et par le travail et l'aspect extrêmement politique de son autrice, ça a amené vraiment des changements qui sont là pour le coup majeurs et qui ont été vraiment marquants, quoi. Et donc assez impressionnant pour ça. Et puis Jouez-y, c'est vraiment un super jeu, quoi. Jouez-y vraiment plutôt à 2 qu'à plus, je crois. Ouais. Pareil, vous aurez l'occasion de le tester si vous voulez. C'est un jeu assez long. Du coup, il faut faut être préparé à jouer pendant un joli moment, quoi. Mais il sera à dispo tout à l'heure. Après, des jeux longs, comment dire, en vérité, il y a plein de jeux beaucoup plus longs qu'on a l'habitude de faire qui sont très longs. Ou, je suis bien d'accord. Tu vois, des jeux de cartes traditionnels ou clairement. Le Monopoly. Voilà. C'est moins long que le Monopoly, je vous rassure. Et, ça dépend comment on joue. Ça dépend comment on joue. Mais
Mais ouais, enfin, ce qui. Alors, déjà, il me semble, je sais pas si c'était déjà le cas sur Wingspan, mais en tout cas, c'est le cas sur un autre de ces jeux qui est plus anecdotique, mais Mariposas, Ouais. sur les papillons, où toute son équipe, c'est que des femmes. Là, je sais pas si c'est une illustratrice ou. Mais il doit y avoir le nom. Je sais pas, Illustré, hop. Illustré par Natalia Rosas, Ana Maria Martinez Jaromillo et Bess Sabel. Désolé pour la prononciation. Calamiteuse. C'est effectivement que des femmes. Tiens. Et toi, justement, enfin, je rebondis un peu, c'est aussi pour ça qu'on on a décidé de t'inviter toi et pas quelqu'un d'autre. C'est parce que moi, j'avais beaucoup admiré pendant la période Covid, il me semble. Alors, je crois que c'était sur Twitch, je pense que c'était sur ce support-là. Tu faisais des petites vidéos où, en fait, tu faisais des fiches Wikipédia d'autrices. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que je me suis dit, ah oui, mais en fait, c'est vrai, on n'en connaît pas vraiment des autrices. Et tu faisais un peu l'effort de chercher à renseigner tout simplement des fiches Wikipédia d'autrices françaises, il me semble. Et du coup, juste là, pour rebondir, là, au jour d'aujourd'hui, même si je déteste cette expression, en France, niveau autrice et tout, il y en a, tu penses qu'il y en a, enfin, il y en a de plus en plus, c'est pareil qu'avant, c'est juste qu'on les voit pas. On en est où en fait? Bon, le constat il est toujours assez dramatique quand même, où globalement il y a une majorité d'auteurs et il y a très très peu d'autrices. J'ai le sentiment, mais j'ai forcément un biais de confirmation parce que j'ai un peu envie que ça soit le cas, mais que sur les festivals on voit de plus en plus de femmes qui présentent des prototypes, donc en rendez-vous autrice maison d'édition. En tout cas, c'était le cas, notamment là à Paris Ludique, c'était assez marquant. À Vichy, c'était un peu le cas aussi il y a 2 semaines et demie. Donc, 2 gros rendez-vous, 2 gros salons où on voit beaucoup d'auteurs et d'autrices présenter les jeux. Donc, il y a quand même un truc qui est assez marquant sur ça. Parce qu'il y a beaucoup de voix qui se lèvent et il y a beaucoup de personnes qui essayent de faire mieux, j'ai l'impression que les portes s'ouvrent un peu. Même si, forcément, on est à une échelle qui est un peu légère par rapport au fait que la société est fondamentalement patriarcale et donc il va falloir prendre du temps pour, on espère tous et toutes, réussir à déconstruire tout ça. Mais en tout cas, à la hauteur du milieu du jeu, j'ai l'impression que les initiatives qui sont portées commencent petit à petit à porter leurs fruits, même si fondamentalement, on sait aussi que ça va prendre des années et des années pour que y ait une déconstruction et que ça arrive à se mettre en place. Mais je pense que si demain on fait un bilan, il n'est toujours pas Jojo. D'accord. Et tu sens comment dire, parce que tu disais aussi ce qui était un peu coup de poing avec Elizabeth Hargrave, je suis incapable de dire son nom, c'est que elle avait fait un jeu et c'était pas entre guillemets un petit jeu, c'était pas un jeu pour enfants. Elle arrive avec un jeu qui peut être considéré comme un gros jeu, ne serait-ce que par sa durée. Euh, et du coup, est-ce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire en division, de se rendre compte que, je sais pas, dans les jeux pour tout petits, là, les parts de femmes, elles sont plus représentées. Ah oui, 100%. Ouais. Et c'est le seul endroit où on trouve des autrices de manière régulière, c'est le jeu pour enfants. Et c'est là où Il n'y a pas le nom des auteurs d'ailleurs. il n'y a pas toujours le nom des personnes qui l'ont fait. Ouais. Et globalement, ça c'est vraiment un truc où on le voit et on le subit directement. Quand on en parle, il y a beaucoup de témoignages qui ont été faits. Il y a une conférence qui commence à tourner pas mal en ce moment, qui est portée par 3 femmes du monde du jeu, dont Elodie Clément, qui est ma compagne, donc je vois très bien à quoi elle ressemble, la conférence. Mais aussi par Chloé Lafleur et Anouk Gérard-Danias, qui est une conférence justement qui discute de tous ces aspects-là et qui recueille beaucoup de témoignages. Donc, est hyper intéressante. Elles ont vraiment fait un gros travail de sourcing. Et entre autres, sur cette dimension de, et peut-être que certaines d'entre vous l'ont vécu, de on s'installe à une table, on va jouer à un gros jeu, il y a 3 hommes, une femme, la femme n'est pas regardée de l'explication de règles, ou alors à l'inverse, c'est waouh, vous êtes sûr, c'est un peu compliqué, quoi. Ça va aller, ça se passe bien. Vraiment, attention, hein, ça dure 2 heures et demie, quoi. Parce que moi, de ma vie d'homme autour d'une table de jeu, je suis jamais arrivé, on m'a jamais fait oh, attention, monsieur, hein, le jeu il est un peu compliqué, hein, vous êtes peut-être pas prêt à jouer à ça, quoi. Et ça, c'est fou comme la dimension de un jeu dur, c'est un jeu pour les garçons. Et un jeu plus facile et plus accessible, c'est un jeu pour les filles. C'est un truc qui est un peu là dans l'ombre. Donc je pense que le fait que Wingspan, qui est, je pense, dans ces 5 dernières années, un des jeux initiés experts des plus majeurs du monde du jeu, quoi. Vraiment, c'est un des jeux qui est les plus importants dans cette catégorie-là, et été porté par une femme et par une femme seule. On a vu des jeux majeurs portés par des couples d'auteurs-autrices, parfois des duos, parfois des couples, souvent des couples quand même. On peut penser en jeu pour enfants à Wilfried et Marie Fort, qui sont extraordinairement doués sur ça, hein, qui ont gagné beaucoup de prix aussi.
mais aussi à Inka et Marcus Brand, qui sont un couple d'auteurs allemands, qui a fait entre autres l'excellente gamme qui s'appelle Exit chez Yellow, enfin localisé par Yellow, qui sont des jeux d'escape qui sont vraiment formidables. Mais là, c'était une femme seule sur un jeu de ce calibre-là. Vraiment, il y a un truc, elle a un peu mis tout le monde à l'amende, quoi. Il y avait un truc un peu chouette de se dire, ok, bah là maintenant vous allez bien vous la fermer parce que vous a bien mis la honte, quoi. Ce qui était assez agréable, mais qui est un truc sur lequel ouais, on subit, et je pense que la proportion d'autrices commence à évoluer plutôt sur des petits jeux ou des jeux pour enfants. Parce que les jeux initiés experts ont aussi une espèce de réputation que je trouve pas extrêmement juste d'ailleurs, de jeux plus complexes à designer, plus compliqués à faire, des trucs qui prennent plein de temps. Et ça, c'est un des trucs qui ressort, qui est une réalité, mais c'est d'une manière générale, les femmes qui travaillent, ou pas d'ailleurs, ont moins de temps libre. Elles sont quand même plus occupées par des tâches qui leur sont allouées parce que les hommes font rien, en fait. Et donc, fondamentalement, réussir à travailler sur un jeu, c'est un truc qu'on fait au préalable sur son temps libre. Donc, il y a une réalité sociétale qui est hyper forte. Et donc, on se lance plus facilement dans un « Ok, j'ai un petit week-end, je vais faire un petit jeu » que « Ok, j'ai un petit week-end pour m'occuper un peu, j'ai un peu de temps, je vais faire un gros jeu compliqué de 2 heures avec plein d'oiseaux. » Okay. Bah, merci beaucoup. Du coup, on va peut-être du coup proposer les questions. Ouais, il y a juste une dernière chose que je voulais faire, juste une toute petite transition. Quand on pense accessibilité, on pense place des femmes, ainsi de suite. On l'a vu. On pense aussi par exemple aux personnes en situation de handicap. Toi-même, Ouais. tu as été parrain, il me semble, Ouais, de pendant 2 ans, Accès 6 Jeux. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire un peu 2 mots de... Donc Accès 6 Jeux, qui est une bibliothèque à Paris-Bercy, qui est spécialisée dans l'adaptation des jeux pour les déficients et déficientes visuelles. Donc qui adapte les jeux, souvent en collant des stickers, en retravaillant l'iconographie, en changeant un peu la manière de faire, afin de rendre les jeux accessibles. Ils éditent eux-mêmes une petite proportion de jeux. Notamment, ils ont sorti l'an dernier Quarto Access, donc une version de Quarto de Blaise Müller, adaptée pour les déficients et déficientes visuelles. Et donc moi, c'est des gens que je fréquente depuis que je suis dans le milieu du jeu, pour lesquels j'ai énormément d'estime pour leur travail. Ils sont vraiment formidables, ils font du très très gros boulot. Et ils m'ont proposé il y a 3 ans, donc je ne le suis plus depuis 1 an, mais il y a 3 ans, de devenir leur parrain. Que j'ai répondu grave, je suis hyper chaud bien sûr, qu'est-ce que je dois faire? Ils m'ont très gentiment dit ne fais rien, t'inquiète, tu parles déjà de nous régulièrement. Évidemment, comme je suis un crétin, j'ai dit je vais faire des trucs. Et donc ça fait 3 ans que je fais un marathon de live sur Twitch, donc sur internet, caritatif pour récolter de l'argent pour eux. C'est le 28 novembre cette année, sauvez la date, où on organise beaucoup de choses, notamment moi je crée un jeu pour l'occasion, qui est vendu pendant une journée seulement sur le site internet de Philibert, donc la plus grosse boutique en ligne qui nous soutient énormément dans l'événement. Philibert qui donne également 5 € pour chaque commande passée sur le site web ce jour-là. Donc c'est pendant le Black Friday, là il y a aussi un truc politique fort, mais c'est Philibert a choisi de faire le Black Friday à la place du Black Friday, en disant bah, pas de souci, nous on vous offre 5 €, mais pas à vous, ça sera Accès 6 Jeux pour ce jour-là. Et donc on fait aussi un grand marathon sur internet, on s'amuse beaucoup, on fait une tombola, on fait une vente aux enchères. On demande de l'argent en maison d'édition, on essaie d'en trouver le plus possible. Et c'est un truc, c'est vrai, où j'ai commencé la première année tout seul dans mon bureau, ça avait correctement marché. Et l'année dernière, on a cassé tous les records puisqu'on a récolté un peu plus de 66 000 €. On espère faire mieux cette année pour le 4e jeu et dernier de la série. Mais voilà, c'est un truc qui... vraiment, c'est hyper cliché, c'est comme d'hab, un peu cheesy, mais moi, c'est une journée, un truc qui m'apporte une espèce de joie, mais monumentale. À la fois parce que c'est des personnes formidables, donc si on peut les aider et les soutenir, bon, en fait par rebond on va soutenir plein de gens, trop bien en fait, évidemment qu'il faut faire ça, et parce qu'il y a un espèce de moment hyper gai, hyper joyeux, où on partage, on rigole beaucoup, donc c'est hyper chouette. Et sur une parenthèse plus personnelle, mais c'est aussi un truc où moi j'ai du mal avec la notion et avec toute l'idée du mérite, c'est un truc que je partage pas trop. J'ai la chance de vivre de mon métier, d'avoir quelques jeux qui ont bien fonctionné. Je ne suis pas certain que je le mérite, je pense que j'ai eu beaucoup de chance et que ça s'est bien passé. Et donc j'ai un peu du mal des fois à dire « Ah, ce jeu-là, j'en ai vendu tant, regardez, je suis un peu fier ». Pas un sentiment que je partage trop. Là où pour Accès 6 Jeux, je suis hyper fier. Ouais, je connais le chiffre par cœur de ces un peu plus de 66 000 €. Je suis content de vous le balancer comme ça, un peu genre « Regardez, on a tout défoncé, on a fait 66 000 balles ». Et donc il y a vraiment un truc qui est hyper agréable dans cette notion de « Vas-y, on se fait un truc super chouette ». Et auquel je suis aussi régulièrement hyper touché par le nombre de maisons d'édition et même d'institutions en global qui nous filent de la thune, des coups de main quand ils n'ont pas de thune, des jeux quand ils n'ont pas le temps de faire quoi que ce soit. Et à chaque fois, on se retrouve à avoir
Et là, je vous spoil pas tout, mais on a des trucs de zinzin, de maisons d'édition incroyables j'ai déjà proposé des trucs complètement fous. Et il y a un côté de waouh, trop bien. Cette solidarité, elle n'est pas que feinte et elle existe pour de vrai, au moins autour de CTE. Et combien de jeux avez-vous adaptés pour les déficients visuels? Moi, de mon côté, ouais. alors c'est toujours Accessi Jeux qui s'en occupe. Autour des miens, je pourrais pas te dire le chiffre précis. Moi, je sais que j'ai fait 2 ateliers avec eux où je l'ai adapté avec eux. Donc sur Salon, on s'est retrouvés, ils m'ont expliqué, j'ai collé les stickers. Donc j'avais fait au moins un jeu qui s'appelle Monster Café et un jeu qui s'appelle Draftosaurus, qui sont 2 jeux qui étaient adaptables. Après, c'est vrai que moi, tous les jeux sont pas adaptables, ce qui est toujours un peu le problème. Et des fois, ils me fâchent, mais on en discute sur l'aspect de hey, là, t'as un peu déconné, ça c'est impossible pour nous de l'adapter. Je fais notamment des jeux avec du texte qui est toujours un peu plus complexe. Mais c'est vrai qu'ils sont aussi, et ça, bon, il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition dans la salle, mais passer le mot, ils sont aussi hyper chouettes pour être en apport de conseils sur des petits détails. Et je sais que moi, il y a vraiment des trucs. Alors, l'exemple qu'on prend souvent dans le milieu, parce que maintenant il est assez acquis, mais c'est en fait, si on discrimine que par la couleur, les personnes qui ne voient pas les couleurs vont pas pouvoir jouer. Si on met un petit picto dans un coin, tout le monde peut jouer. Et donc, à un moment, on est passé de jeux qui n'étaient pas accessibles pour les daltoniens et les daltoniennes à quelque chose qui était hyper accessible parce qu'on s'est dit ah, mais attends, moi, sur ma carte rouge, là, si je mets un petit triangle, il y a plus de gens qui peuvent jouer. Vas-y, je vais le faire, en fait. Et est-ce qu'on ne pourrait pas faire ces petits pictos un petit peu en relief pour que les non-voyants puissent les sentir? Ou est-ce qu'à l'origine, pendant la phase de création des jeux, on ne pourrait pas directement penser accessibilité universelle quand c'est possible? Ouais, c'est là où... Parce que parfois, quand il y a trop de matériel ou quand il faut trop toucher, c'est plus complexe, mais parfois, c'est peut-être possible. C'est là où l'enjeu est un peu complexe et où on n'arrive pas à s'en sortir toujours, c'est rajouter un petit picto dans mon graphisme de carte. Je dis mais celui de la maison d'édition, moi je ne suis pas en charge de cet aspect-là, ça ne va rien changer, rajouter un peu de volume, ça va coûter plus cher. Et donc c'est là où on se heurte à une dimension qui est importante dans le milieu du jeu comme dans plein de milieux, c'est qu'on est un produit culturel, et dans produit culturel il y a produit, et donc la plupart des maisons d'édition vont se dire ah oui, si je dois changer un peu la forme, mon choix de police d'écriture, ou la taille de mes chiffres, ou d'ajouter ce petit picto, ça ne coûte rien, ça ne change rien, évidemment que je vais le faire. S'il faut rajouter un petit embossement qui va coûter X euros de plus sur chaque jeu qui va se refléter à la fin, la plupart des maisons d'édition vont choisir de ne pas le faire. Et justement, donc du coup, vous représentez l'association Nouba, c'est ça? Vous serez présent aujourd'hui, donc il y aura l'occasion de tester des jeux adaptés avec vous et de se mettre en situation. Exactement. Et c'est ça aussi l'idée. Ouais, vas-y. Je sais qu'on est un peu short là sur le timing, mais je vais quand même vous demander s'il y en a quelques-uns qui ont des questions. On va juste essayer d'y répondre rapidement parce qu'il est déjà 15h. Mais on va essayer. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Sachant que la salle Sherazade sera mise à disposition pour continuer à discuter. J'ai juste que les animateurs vont devoir bouger. Ouais, bien sûr. Dis-moi, ton processus de création, donc, est-ce que tu peux expliquer peut-être le processus de création du moment où tu as une idée et comment ça se passe jusqu'au moment où la boîte sort? Peut-être expliquer un peu le cheminement de ton idée jusqu'à la boîte, parce que c'est vrai que des fois c'est... Oui, tu as raison, c'est pas toujours c'est des fois un peu abstrait. Donc moi, je suis vraiment en charge des règles. Donc mon boulot, il va s'arrêter à la création de la manière dont on joue. Généralement, tu as tout à fait raison, on part d'une idée qui peut venir d'un peu n'importe où et qui peut être complètement random. Et à partir de là, la première étape, c'est un processus qu'on appelle itératif, donc un processus de la répétition et de la modification. Et donc moi, je vais très vite faire un premier prototype, donc vraiment un objet pour que je puisse jouer. Généralement, à ce stade-là, un peu tout seul, je vais impliquer personne. Donc un peu vite fait et un peu moche, c'est pas grave, je vais griffonner sur des feuilles. Et ça va me permettre juste de tester un peu pour voir si ça fonctionne. Là, évidemment, 2 chemins. Le premier chemin qui est assez régulier, en fait, c'est nul, ça fonctionne pas, ça part à la poubelle. Ça part dans le grand placard des idées qui reviendront un jour peut-être, mais certainement pas. Et tant pis, c'est oublié. Deuxième situation, celle qu'on préfère. Ok, c'est pas mal, quoi. Et à ce moment-là, moi, je vais commencer à investir un peu plus de temps dans la réalisation d'un objet un peu plus intéressant. Donc, je vais faire un tout petit peu de graphisme, je vais peut-être découper mes cartes un petit peu mieux, je vais pas le faire à la main. Et je vais faire une nouvelle itération. Et à chaque fois, je vais rebondir pour changer des choses. Et à ce moment-là, je vais pouvoir impliquer un peu plus du monde dans le processus de test, qui est hyper important. Alors, si moi je me dis, ouais, ça a l'air bien, il faut quand même que je le confronte à des joueurs et des joueuses pour voir si ça fonctionne pour de vrai, si c'est intéressant, si quand on joue, c'est chouette. Là, moi, j'ai plusieurs cercles de la même manière. J'ai à Sens Elodie, ma conjointe, est aussi autrice à temps plein, donc souvent on teste tous les deux. Et puis après, on va faire tester un peu les copains et copines qui sont aussi auteurs et autrices. Puis après, on va faire tester un peu des gens qu'on connaît. Puis ponctuellement, on va éventuellement faire tester sur les salons, des gens qu'on ne connaît pas, etc. Même si c'est un truc que j'aime pas trop faire, moi, mais qu'il faut parfois un peu faire. Et on va arriver jusqu'au moment où, ça y est, j'ai un truc et je me dis, ah, là, quand même, c'est pas mal. J'ai le sentiment que je peux le montrer aux maisons d'édition.
Et ça, ce moment où je me dis, ok, c'est pas mal, il est hyper dur à déterminer parce que c'est un truc hyper viscéral. C'est pas après X temps de travail, c'est pas après X version. Des fois, il y a des trucs où j'ai beaucoup bossé, je me dis, oh non, je crois que ça le fait pas. Des fois, il y a des trucs où j'ai vraiment pas beaucoup travaillé, je me dis, ouais, là, je pense que ça peut le faire. Donc derrière, moi, je vais toquer aux maisons d'édition. Donc je suis indépendant vis-à-vis de toutes ces structures-là. Et contrairement au milieu du livre où souvent les auteurs et autrices sont liés à une maison d'édition de manière très forte, le milieu du jeu n'a pas ça. Donc moi, je vais toquer à plein de portes en disant, hey, coucou, j'ai fait ce jeu, il ressemble à ça, on joue comme ça, est-ce que ça t'intéresse? Ce moment-là, il peut être par mail, il est généralement sur les festivals et les salons. Derrière la maison d'édition, on va partir du postulat où tout se passe bien, hein, parce que souvent elle va dire « Merci, c'est cool, ça ne correspond pas exactement à notre ligne éditoriale actuelle. » Ça veut dire « On a trouvé ça nul, mais on ne veut pas trop te vexer. » Et donc derrière, si ça leur plaît, elles vont faire un peu le même processus, elles vont tester dans différents groupes, aussi avec une approche commerciale et marketing que moi, je n'ai pas spécialement dans ma création en tout cas. Donc elles vont tester pour voir si ça marche. Si ça marche, nous, on va signer un contrat d'édition. Et ensuite, on va passer en processus éditorial. En fonction des jeux, il y a ce qu'on appelle le développement. Donc des fois, une fois qu'on a signé le jeu, il faut quand même changer les petits trucs, se dire cette carte, elle est peut-être trop forte, peut-être que c'est trop la personne qui commence qui gagne. Donc on va un peu changer et faire évoluer ces trucs-là. Et en parallèle, la maison d'édition va gérer tout l'aspect graphisme, illustration et production du jeu. Donc trouver une usine pour le produire, trouver un illustrateur, une illustratrice pour faire des belles images. Et transformer vraiment mon proto, qui est un peu pouilleux à ce moment-là, en un projet, un produit qui soit vraiment visible. Derrière, elle va le vendre à son distributeur, qui va le vendre aux boutiques de jeux, qui va vous le vendre à la fin. Mais voilà un peu les grandes différentes étapes. Et tu es payé, l'édition te paye un gros chèque pour ton jeu et après tu gagnes de l'argent sur les boîtes ou... J'aimerais que ça soit ça. La maison d'édition me paye généralement... de l'argent sur les boîtes. Ouais, la maison d'édition généralement me verse une avance sur royauté au moment de la signature du contrat. Donc c'est de l'argent que je touche tout de suite, qui est généralement de l'ordre entre 500 et 1000 euros à peu près, à se partager par autant de co-auteurs et co-autrices si on est plusieurs à bosser sur un jeu, qu'on va toucher instantanément et on ne retouche rien jusqu'à la sortie du jeu. Et ensuite, à la sortie, moi, tous les 3, 6 ou 12 mois, en fonction des maisons d'édition, je reçois un relevé de vente qui me dit « Ah bah, des Draftosaurus, ces 6 derniers mois, on en a vendu 12 847, ça nous a rapporté tant d'euros et moi, je touche un pourcentage sur ces tant d'euros. » Mais vous ne devez pas payer des licences de commercialisation, il n'y a pas des droits à payer, enfin des autorisations, des choses comme ça? Non, moi, je suis vraiment payé en droit d'auteur sur chaque exemplaire vendu. C'est une personne, une créatrice de jeux indépendante, vraiment toute petite, qui a créé son premier jeu, elle nous disait ça. Ok. Je sais pas. Peut-être que sur un fonctionnement hors des maisons d'édition, peut-être qu'il y a un... Et après, pour vous donner un ordre d'idée, on a plusieurs méthodes de calcul, mais si je dois me baser sur le PPHT, le prix public hors taxe, donc imaginez le jeu que vous achetez à la boutique moins la partie qui va à l'État, moi je touche généralement entre 3,06 et 3,84% de ce que vous avez acheté. Sachant qu'on a une volonté de pourcentage évolutif. Généralement, ce n'est pas le cas sur tous les contrats et c'est des trucs qu'on négocie, mais je vais toucher un peu moins jusqu'à ce qu'on ait vendu genre 20 000 boîtes et là je vais toucher un peu plus et puis un petit peu plus. Et on essaye d'avoir des paliers comme ça pour essayer de s'en sortir. C'est pour ça que les surcoûts liés par exemple à un embossage braille d'un jeu, parfois ça vaut pas c'est pas forcément rentable. Voilà, c'est ça, c'est la maison d'édition, on va calculer un peu bêtement hein, parce qu'on aimerait être dans un monde où pareil on puisse le faire par défaut, mais se dire ok bah mon jeu va soit coûter 1 euro plus cher et donc je vais en vendre moins, soit moi ça va me coûter X centimes de le faire. Pour un embossement, c'est un peu cher, mais X euros de le faire, et donc je vais toucher X euros de moins, et donc on ne va pas le faire à la fin. On ne va pas le faire en édition universelle, par exemple double édition, braille et noir, parce que voilà, ça coûterait trop cher par rapport au nombre de jeux qu'ils vendraient. Voilà. C'est ça, et on le voit avec les éditions que Accessi-Jeux fait sur Accessi-Kiem. Ouais. Notamment, ils ont édité Meu, qui est un jeu de Bruno Catala, qui était un bête jeu de cartes qui n'était pas cher. Leur édition avec des tuiles, avec du braille, avec un embossement qui est vraiment beaucoup plus agréable à jouer dans l'absolu pour tout le monde, je pense. Ouais. Mais elle coûte certainement 25 euros au lieu de 10. Quoi. C'était quoi? C'était Mo, de Bruno Catala, Mo. Mo, ouais. Mo, oui, Mo, je le connais, effectivement. Ou Lucky Number. C'est vrai, et pour le coup, qui est une bonne manière de faire, je trouve, c'est Lucky Number est sorti en version adaptée, et ils l'ont marketé comme étant une version de luxe, parce que tout est plus gros, il y a des gros plateaux, etc. Et donc c'était une bonne... un bon truc pour se dire comme ça,
les personnes qui n'ont pas besoin de faire cette version adaptée vont peut-être l'acheter quand même en étant OK de le payer plutôt 30 € que 15 parce que il y a du beau matos, etc. C'est un meilleur argument, je pense, de dire de luxe, c'est de faire du plus beau matos. Et puis le fait d'avoir des tuiles qui s'emboîtent ou même en ordre général, même de manière générale pour ceux qui jouent à des jeux de tuiles, le fait qu'elles soient aimantées ou le fait qu'elles soient sur plateau, le fait qu'elles ne bougent pas, je pense que ça peut être plus confortable même sur beaucoup de jeux. Clairement, je suis d'accord. Je suis vraiment désolé, mais vous voyez, il y a l'appel, je pense, de la jeunesse qui attend de jouer impatiemment derrière la porte. Du coup, je vais juste dire un dernier mot pour remercier parce qu'il y a énormément de gens qui participent à l'événement et qui font qu'il est possible, tout simplement. Du coup, je vais remercier premièrement la bibliothèque pour l'organisation, toutes les associations de jeux qui se sont déplacées, les bénévoles pour animer les jeux. Du coup, principalement 2 associations de proximité, du coup, le N'importe quoi des Pavillons sous bois, qui est un club, plus qu'une asso, excuse-moi, et l'association À table de Laurency. On remercie bien sûr Nouba, du coup, d'être venu pour faire cet atelier de sensibilisation et de découverte. La boutique, Ciné Goodies, avec Ludovic présent, juste derrière nous. Et Théo Rivière, bien évidemment, d'avoir répondu présent. Ouais. Et un dernier grand merci à la ludothèque du coup du Centre social de l'Orange Bleu et à Patrick parce que sans lui le projet il n'aurait pas eu lieu. Donc, merci beaucoup. Merci.